Abu, hello. The floor is yours. We're ready to start. Can you hear me? I apologize. We're having some technical issues. Just a second, please. Hi, Hans. I apologize one more time. We're trying to sort this out as soon as possible. There's apparently something with the connection from Central Africa, from Chad. So please bear with us. Give us just a few more minutes. Thank you. Okay, I think we're back. We have all the speakers connected. Abu, the floor is yours. Thank you. Okay. Hello, everyone. Bonsoir, Diana. You hear me? Bonsoir, oui, oui, merci. Okay. Good evening, everyone. I am Mohammed Saleh Musa. I'm Mohammed Saleh Musa from Chad, and I'm the regional coordinator for Global Alliance Climate Smart Agriculture. And have with us Ms. Ilmeida and Mr. Hans Angiven, the co-chair. We have Madame Lydia, former Agriculture Minister of Chad, and Mr. Arsène Dula, engineer agronome. Ok, donc, désolé, ma caméra elle n'est pas très claire parce que mon webcam a déconné et ça ne s'affiche pas. Donc, nous souhaitons la bienvenue à tous nos invités et merci d'avoir accepté, particulièrement les deux présidents, co-présidents de l'Alliance mondiale pour une agriculture intelligente face au climat. Donc, cette session, ce panel, entre dans le cadre de lancement officiel de l'Alliance régionale Afrique centrale. Donc, Diana? Dada, the floor is yours. Abu will then translate your opening remarks also for Mr. Hans Hoogeveen into French, so everyone is fully aware of your opening remarks. Dada, the floor is yours. Then we move to Mr. Hoogeveen. Thank you. Thank you very much, Jana. And in this case, I will ask Mr. Hans Hoogeveen to take the floor ahead of me. Thank you very much, Ismelda. Thank you very much. Bonjour à tous. Je préfère parler anglais. And of course, it will be translated as I understand. It's both for Imelda and me an honor and a pleasure to be with you this afternoon. And we know
that we are living in exciting but also very difficult times at this moment. First of all, of course, we know that we are confronted with a growing number of people living in hunger, more than 820 million people worldwide. And of course, we also know that Africa is hit hardest with all those problems. We know that we have all over the world 3 billion people having no access to safe, affordable, and healthy food. We have 2 billion people who have obesity, have too much food. And we also know that 1/3 of our food production is being wasted every year, and that's the size of the land of China. And we also know that we have the challenge to feed 10 billion people worldwide in 2050. And although we know that we have to increase our productivity and increase our resilience in a sustainable way, we have been confronted with the COVID-19 pandemic, and now also with the consequences also in Africa of the war in the Ukraine. But we know, I think, and there is a message of hope, that we know if we do our best, we can transform our food systems in the direction what we have to do, and we need to. And when you look to transform our food systems, we often forget that farmers are the beginning of our food systems. And we speak about the whole value chain, but I don't think we put farmers enough in the center as the crucial link for sustainable food systems. And I think that's why it's so important that we have a regional alliance for climate smart agriculture, to focus on the position and strengthen the position of the farmers. Because we know that we have to produce in a more sustainable way, fighting climate change, and we have to show that we have to produce via climate smart agriculture. And of course, it's easier said than done. But we know, and that's what the Global Alliance for Climate Smart Agriculture would like to do the coming years, is we know what we need to go from speaking about climate smart agriculture going into action. For example, see how we can support farmers in training and capacity building via an Atheneum program. We need to share innovations and technologies. We have to show the farmers how they can access those innovations and technologies. And that's why we are working on an innovation platform. And of course, at the end of the day, everything comes down to funding. And there is a lot of funds, global funds are available, the Green Climate Fund, the GEF, the World Bank funds, the IFAD funds, etc. But how to access them? I think that's why also the Global Alliance for Climate Smart Agriculture will be working on a funding sharing or funding searching tool, a compact for funding. And the last but not least, that's what you are going to do this afternoon as well, is that we have a flat platform where we can discuss our issues, where we can showcase our positive lessons learned, but also learn from perhaps failures, because sometimes you can even learn more from failures than from successes. That's what we have to do. And we have to focus, as I said in the beginning, we have to focus on Africa, because Africa will be the food basket for the future. I think in 20 years' time, Africa will be the main food producer worldwide. Why? Because you have the spirit, you have the capacity, and you have the people to do so. I was at the regional conference for FAO 2 weeks ago in Equatorial Guinea. And there we learned that only 36% of the arable land in Africa is used for climate smart agriculture. So we have an enormous potential to use, and of course not destroying or our forests, etc. And we know that Africa has the youngest people. And at the same time, there's a lot of unemployment in the youth. So if we can change that, we go to action and see how we can transform our food system, incorporating and using the potential of arable land, but also the potential of the youth, we can come closer to our global, but also regional goals. And that's the task which you have to do. And that's why both Imelda and I are so proud to inspire you as a regional platform for climate smart agriculture. Imelda, the floor is yours.
Thank you very much, Hans. And it is very much my pleasure to give a few words to the inaugural meeting of the Central African CSA Alliance. I am sitting here from Bali, Indonesia, and I myself am leading a regional alliance of 10 Southeast Asian countries. And so it is with much pleasure that I'm reaching out to the Central African region. We wanted to promote as co-chair of GACSA and co-chair of Mr. Hans, really peer-to-peer learning and exchange of information. I think Hans have already summarized the importance of CSA as countries come to increase their climate pledges. As we know that countries have increased their climate ambitions, their climate targets, and their climate pledges, CSA has a huge role to play in all of these. And I don't have much to add except to say that as we from Southeast Asia, we are very much willing to have an exchange from the Central African region. We wanted to discuss innovation and technology as we support the transformation of agriculture. What we are going to go now as climate ambitions have gone up is that we need to intensify engagement and partnership, peer-to-peer learning, and as regional alliances and a member of GACSA, we really need to intensify our roles as brokers of knowledge between science and policymakers. So that is all for now from the Global Alliance of Climate Smart Agriculture. Thank you very much for the opportunity. I give the floor back to Mohammed. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you, Mrs. Ilmeida, and thank you, Mr. Hans, for this presentation. So interesting, it's so clear, and so important for everything that we are doing in the climate and agriculture sector. We have to do more, and I can try to translate in French for our another speaker and the spectator that they are hearing us. I can try to explain, not translate, but I can to explain in French, but I'm not very well in English also. Donc, merci à tous ceux qui nous écoutent, à tous nos panélistes et à nous aussi, à nos auditeurs. Mais, Madame Ilmeida et Monsieur Hans Given sont les co-présidents de l'Alliance mondiale pour une agriculture intelligente face au climat, et leurs interventions sont beaucoup plus axées. D'abord pour Monsieur Hans, décrit un peu le système mondial face à la pression, face à l'agriculture, les défis que l'agriculture rencontre, les défis que la population mondiale rencontre en termes des engagements, en termes de besoins nutritionnels et aussi ce que l'agriculture peut faire. Donc, il notifie qu'il est important de penser à une agriculture durable, à des systèmes alimentaires durables qui peuvent nourrir beaucoup plus de populations. On est dans un système où aujourd'hui, il y a une nécessité de produire plus, mais il y a aussi la nécessité de produire de façon intelligente. Et aujourd'hui, les changements climatiques appuient très négativement les systèmes agricoles dans le monde. Donc, c'est un peu ça l'objectif global de l'Alliance mondiale qui appuie un peu toutes les initiatives qui sont dans les domaines en rapport avec l'agriculture et les changements climatiques. Donc, c'est un peu ça les observations et aussi quelques paroles données par Monsieur Hans. Et Madame Ilmeida, elle aussi apprécie beaucoup l'initiative pour l'Afrique centrale, qui est déjà une première et
elle salue beaucoup les engagements et les initiatives qui seront prises. Donc, globalement, c'est un peu ça les deux interventions. Et Diana, si tu aurais deux, trois mots ou bien... Non, non, je pense que tu as dit tout. Alors, on peut commencer avec le panel maintenant, si vous êtes d'accord. Merci encore une fois pour Hans et Imelda. Et on peut continuer. Merci beaucoup. Ok, merci bien. Et le panel serait plus en français. Donc, certainement qu'on reviendra peut-être pour des petites traductions à la nécessité ou au besoin pour Monsieur Hans et Madame Ilmeida. Oui, d'accord. Oui, merci. Donc, le thème de notre panel porte sur les innovations technologiques face à... Désolé, mon système prend un peu là. Ok, c'est bon. Donc, le thème principal, c'est les défis de l'innovation technologique pour une agriculture pérenne en Afrique. Donc, avant tout, on va faire une petite présentation de l'Alliance de façon globale. Donc, l'Alliance mondiale pour une agriculture intelligente face au climat est une plateforme multipartite qui est dans le domaine de l'accompagnement des initiatives dans le domaine de l'agriculture et les changements climatiques. L'Alliance est basée sur 3 axes. D'abord, une coalition d'entités axées sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Et en deuxièmement, une plateforme large, ouverte et inclusive, axée sur les actions, le partage, l'apprentissage des connaissances et des pratiques qui inspirent ses membres. Et troisièmement, elle se qualifie comme une association bénévole dont les membres ont un intérêt commun à la fois pour la sécurité alimentaire, la nutrition, les changements climatiques et soutiennent l'adoption des mises en œuvre d'une agriculture intelligente face au climat. Et les 3 grandes orientations de l'Alliance, qui sont le savoir, parce qu'il est important d'accroître et de promouvoir les connaissances, la recherche, le développement technologique, les pratiques et les bonnes approches politiques pour une agriculture intelligente face au climat. Et après ça, il y a aussi les investissements, parce que le savoir, c'est bon, les connaissances et tout, mais il va falloir qu'il y ait une politique d'accompagnement derrière. Donc, l'Alliance met aussi l'accent sur les investissements pour améliorer l'efficacité de ces investissements publics et privés qui soutiennent les 3 piliers d'une agriculture intelligente face au climat. Et l'Alliance cherche aussi à créer un environnement propice qui permettrait d'intégrer l'agriculture intelligente face au climat dans les politiques, les stratégies et les planifications au niveau international, régional, national ou même local. C'est-à-dire l'Alliance part de façon plus globale, c'est-à-dire de façon plus large pour impacter encore jusqu'au plus petit. Donc, globalement, ça c'est un peu l'Alliance de façon un peu succincte pour ne pas prendre beaucoup de temps. Et nous allons donner la parole à nos panélistes. D'abord, nous avons Madame Beassem Dalidi. Madame Beassem Dalidi, elle est ingénieure en industrie agroalimentaire. Elle est ancienne ministre de l'Agriculture du Tchad. Elle a eu à travailler dans plusieurs organisations qui sont dans le domaine de l'agriculture et elle a une très, très bonne expérience. Donc, elle doit nous entretenir un peu sur le secteur agricole tchadien, ses défis, ses exigences, les perspectives et les opportunités que le secteur agricole du Tchad nous présente. Donc, l'exemple peut être pris sur le Tchad, mais on aura aussi des exemples similaires dans d'autres pays, dans les pays du Sahel ou bien dans les autres pays même de l'Afrique centrale.
parce que les défis et les engagements sont presque similaires. Donc, avec l'autorisation et l'aval de Diana, Madame Lydie, vous avez la parole. Il y a votre micro qui est coupé. Bonjour, Bonjour. vous m'entendez? Ouais, on vous reçoit. Alors, je suis ravie de vous rejoindre à cette discussion qui a référence à une thématique très importante pour les pays du Sahel, sachant que le Tchad est un pays sahélien et donc confronté à des réalités liées au changement climatique. J'avoue que cette thématique, j'ai eu l'occasion de contribuer à la réalisation du profil de l'agriculture intelligente au Tchad. J'avais été sollicitée, je crois, il y a deux ans à peu près, pour contribuer à élaborer le profil du Tchad en matière d'agriculture intelligente. Alors, sans plus tarder, j'aimerais aborder la question de politique du Tchad en matière d'agriculture. Alors, le Tchad, c'est un grand pays, comme la plupart des pays du Sahel, avec de très grandes potentialités. Excusez-moi parce que je suis un peu grippée. Je suis un peu grippée, donc excusez-moi. Donc, avec de très, très grandes potentialités. Alors, on nous dit que nous avons 39 millions d'hectares de terres cultivables, soit environ 30% du territoire national. Nous disposons aussi d'importantes ressources en eau, au moins 20,6 milliards de mètres cubes renouvelables chaque année, 5,6 millions d'hectares irrigables, dont à peu près 355 000 seulement facilement irrigables. Cependant, aujourd'hui, il y a seulement 2,9%, environ 3% qui sont cultivés. Et la plupart du temps, on a des exploitations familiales de 2 à 5 hectares qui concernent beaucoup plus des cultures pluviales. Et souvent, l'agriculture tchadienne a comme caractéristique, c'est vraiment une agriculture de type traditionnel. C'est une agriculture encore peu mécanisée, mais c'est une agriculture qui pourvoit au moins 2/3 des emplois. Au moins deux tiers des emplois au Tchad sont fournis par le secteur agricole. Mais en dehors de l'agriculture comme telle, nous sommes aussi un pays qui a plus de 100 millions de têtes de bétail, tous genres confondus, d'importantes ressources en eau, en ressources forestières. Et en réalité, ces ressources forestières donnent beaucoup d'opportunités au niveau économique. Les principales filières qui sont vraiment prometteuses au Tchad, ce sont les céréales, les oléagineux, l'arboriculture. Il y a aussi des produits ligneux comme le karité. Le Tchad fait partie des pays où le karité constitue un potentiel important. Il y a la gomme arabique, il y a le banlanites, il y a plein d'autres produits qui sont disponibles au Tchad. En matière de production, nous avons encore des productions qui font que le Tchad rencontre des difficultés en matière de sécurité alimentaire. Chaque année, il faut une assistance pour pouvoir répondre aux besoins de plusieurs milliers de ménages. Sur le plan de politique, aujourd'hui, on sait que le Tchad a mis en place plusieurs instruments de politique.
Il y a eu d'abord le schéma directeur de l'agriculture qui a couvert la période 2005-2015. Il y a eu le programme national de sécurité alimentaire aussi qui a pris fin entre 2005-2010, donc qui a duré 10 ans. Il y a eu le plan quinquennal de l'agriculture entre 2013 et 2018. Il y a eu aussi le plan national d'investissement dans le secteur rural. Ce document, il est d'actualité parce qu'en fait, il n'a pas été mis véritablement en œuvre. Il couvre le domaine de la gestion. Il a comme axe principal la gestion durable des ressources naturelles et l'adaptation au changement climatique, le développement des infrastructures et renforcement des équipements du secteur rural, le développement des filières agro-silvopastorales, la recherche, la diffusion de technologies et le renforcement des capacités humaines, et enfin la sécurité alimentaire et nutritionnelle, genre et renforcement de la résilience des ménages ruraux. C'est pour dire que ces thématiques correspondent en quelque sorte aujourd'hui à la pertinence des défis liés au changement climatique. Mais le grand défi au Tchad aujourd'hui, il y a un défi au niveau de la coordination et de la mise en œuvre de ces politiques. Les politiques sont mises en œuvre de façon parcellaire parce qu'en fait, il n'y a pas encore des programmes qui couvrent totalement les territoires, mais qui couvrent des zones précises selon les projets mis en œuvre. Aujourd'hui, en matière de changement climatique, évidemment, le Tchad a mis en place plusieurs instruments. Et sur le plan des pratiques pour améliorer la productivité, il y a l'utilisation des fertilisants, engrais, compost, sous-produits agricoles. Il y a aussi l'association des cultures. Là, ce sont des pratiques qui sont mises en place aujourd'hui au niveau du Tchad. Ça, c'est en termes de pratiques. Il y a aussi la régénération assistée qui est développée dans une certaine perspective de restauration des sols. Et il y a la restauration d'ouverture hydraulique et hydro-agricole qui concentre les efforts de l'essentiel des investissements, que ce soit privés ou publics. Je pense qu'il y a aussi tout le défi lié à la sécurisation du pastoralisme, de la transhumance par des zones de pâturage communautaire. Parce que aussi le défi avec les changements climatiques, il y a une pression sur les ressources et donc il y a un défi de sécurisation du pastoralisme, de la transhumance par rapport aux zones de pâturage communautaire. Ceci permet alors de dire que dans le cadre de la mise en place de l'opérationnalisation de la section institutionnelle qui se met en place de l'Alliance globale, il y a beaucoup de choses qui pourraient être mises en place en termes d'accompagnement des producteurs qui ont besoin avant tout de disposer des moyens de production importants. La maîtrise d'eau reste un défi capital, le Tchad étant un pays vaste, mais aussi le fait que la maîtrise d'eau n'est pas encore tout à fait accessible aux producteurs, il y a encore des efforts à consentir. La deuxième chose importante pour le Tchad, c'est l'accès aux semences améliorées. Avec la variabilité climatique aujourd'hui, la mise en place des semences améliorées est un grand défi. Cela a un lien avec aussi le domaine de la recherche et la vulgarisation des technologies. Le taux d'accès aux semences améliorées au Tchad est autour de 3%. Je ne pense pas que nous soyons encore arrivés à 4%. Il y a donc d'importants efforts à faire pour pouvoir mettre à disposition des producteurs des semences améliorées, surtout que le Tchad dispose de 3 zones agroécologiques. Donc, il y a un travail énorme à faire pour mettre à disposition des producteurs des semences qui conviennent
à chaque zone agro-silvopastorale, mais aussi accompagner les producteurs dans les techniques culturelles, comment mettre en œuvre les techniques culturelles associées au type de semences. Le renforcement des capacités des institutions qui aujourd'hui sont engagées dans ce processus aussi est important parce que c'est un dispositif institutionnel important qui se bat pour pouvoir répondre aux besoins en matière d'atténuation des impacts, mais aussi rendre efficaces tous les moyens dont on dispose maintenant. Il y a des projets comme le projet de renforcement de la résilience climatique et de la durabilité PROPAD, qui a été mis en place depuis 2018, qui permet aujourd'hui d'offrir des services aux producteurs. Il a plusieurs volets. Il y a le volet de soutien à l'adoption des technologies axées sur la demande d'une agriculture intelligente, l'intervention d'urgence aussi en cas d'insécurité alimentaire. Ce projet permet aussi d'intervenir, mais aussi couvre un domaine de coordination, de gestion des connaissances et de suivi, ainsi que d'évaluation et d'apprentissage. Donc, toutes ces expériences sont en cours d'expérimentation encore, n'ont pas encore donné leurs résultats. Et je pense que à un certain moment, l'Alliance pourrait capitaliser toutes ces expériences. Donc, pour l'instant, je vais m'arrêter là et je pourrais probablement répondre à des questions éventuelles qui seront suscitées à travers ces échanges. Je vous remercie. Merci bien, Madame Lydie. Nous rappelons que Madame Lydie, elle a été anciennement ministre de l'Agriculture, elle a eu à travailler au niveau du SILS et elle a eu à vraiment contribuer à la politique agricole au Tchad. Et toutes les informations qu'elle nous a fournies sont des informations assez capitales. Et il est important de dire qu'il y a vraiment une urgence parce que, comme elle l'a dit, l'agriculture au Tchad, on est beaucoup plus encore en fait à l'agriculture à l'ancienne. Parce qu'aujourd'hui, nos systèmes agricoles ou bien nos agriculteurs, ce sont des petits producteurs. Et aujourd'hui, la mécanisation de l'agriculture au Tchad, tout comme dans la plupart des pays du Sahel, n'est pas vraiment avancée. Et même si certains pays essaient de faire un effort considérable pour pouvoir pallier à certains manquements. Et comme elle l'a dit, les défis vraiment de l'agriculteur tchadien ou bien de l'agriculteur sahélien, ce sont les défis liés à l'eau, les défis liés aux semences améliorées et de bonne qualité, parce que souvent les semences ne sont pas vraiment de bonne qualité et cela impacte très négativement sur la production et sur la récolte. Beaucoup d'efforts se font, beaucoup de travaux se font, mais le résultat reste faible parce qu'on n'a pas les meilleures qualités des semences. Et nous allons thématiquement aborder vraiment la thématique donnée parce que l'objet, c'est de voir vraiment, de faire un contour un peu sur les innovations technologiques et de voir un peu dans le monde, de voir un peu en Afrique de façon générale ou bien en Afrique centrale de façon particulière, quelles sont les innovations technologiques qui permettent d'améliorer aussi peu soit-il le développement agricole. Donc, nous allons rebondir avec M. Arsène. M. Arsène, il est un ingénieur agronome. Il travaille au niveau du ministère de l'Environnement, responsable dans un projet, et il nous entretiendra sur vraiment les défis de l'agriculture face au changement climatique dans un premier temps, et aussi les défis technologiques pour une agriculture pérenne. Donc après, peut-être nous allons revenir encore à Madame Lydie pour qu'elle puisse aussi peut-être nous entretenir un peu sur le rapport ou bien le lien entre la recherche scientifique
et le développement agricole. Aujourd'hui, nous avons au Tchad un institut, ITRAD, l'Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement. Peut-être en rapport avec cela, elle essaiera de nous entretenir aussi quelles sont les ambitions en fait que la recherche scientifique peut apporter pour une agriculture, pour l'amélioration de l'agriculture. Monsieur Arsène, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup. Moi, c'est Arsène Djoula. Hein. Je suis expert en adaptation au changement climatique au projet Alliance mondiale contre le changement climatique. C'est vraiment important et grand merci pour nous avoir conviés à cette discussion et surtout une rencontre d'échange très riche avec toujours le partage d'expérience de son Excellence Madame Lydie Biassounda. Donc je crois qu'elle a pratiquement tout balayé et en faisant aussi focus sur le domaine du changement climatique. Qu'à cela ne tienne, je viendrai spécifiquement parler un peu du changement climatique et aborder aussi quelques aspects liés à l'agriculture. Ce qu'il faut rappeler, en fait, le changement climatique, que ce soit au niveau mondial ou bien qu'au niveau du Tchad, constitue vraiment une menace pour le développement socio-économique et également impacte beaucoup sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et aussi, il constitue aussi une menace également pour la lutte contre la pauvreté. Donc, au niveau du Tchad, ces changements ont été caractérisés beaucoup plus, comme disait Madame Biassounda, c'est-à-dire il y a la question de la variabilité des pluviométries. Donc, ça déjà, c'est une des questions plus brûlantes aujourd'hui qui démontre un peu la question du changement climatique. Il y a également l'augmentation de la température que nous vivons et qui est souvent reconnue sous le canicule actuellement au Tchad et qui également impose un certain changement de comportement au niveau, que ce soit des agriculteurs ou bien au niveau de la population en général. Il y a également l'effet des vents violents. Et ça, vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, dans certaines parties du pays, ces vents violents sont en train de causer pas mal de dégâts, que ce soit au niveau même de l'ensemble de nos ressources humaines, des ressources naturelles, même au niveau des habitats, au niveau de la population. Ça fait qu'aujourd'hui, tous ces facteurs-là sont en train de mener beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il y a également la question des inondations qui sont récurrentes et la sécheresse et associées encore à d'autres événements extrêmes qui aujourd'hui nos agriculteurs sont en train de vivre. Donc, vous savez là déjà que ça, c'est des risques vraiment qui aujourd'hui rendent vulnérables nos populations, nos agriculteurs, nos éleveurs, en tout cas toutes les parties qui sont touchées par les changements climatiques. Donc, fort de tous ces problèmes, je crois qu'au niveau du pays, il y a des mesures quand même qui sont prises pour essayer de contribuer non seulement à l'adaptation au changement climatique et également à atténuer certains de ces risques-là. Donc, la première des choses, d'abord, c'est l'effort du gouvernement qui d'abord a pris l'engagement de signer d'abord et de ratifier la Convention cadre des Nations Unies pour montrer la signature du programme pour les mêmes objectifs de l'accord de Paris qui aujourd'hui
Donc ça déjà, ça c'est des documents déjà que le pays a eu à s'engager. Et en dehors de ça également, pour répondre à ces engagements pris par le gouvernement, en fait, le gouvernement est tenu d'élaborer à travers ses partenaires ou bien à travers les institutions en charge du changement climatique, d'élaborer certains documents qui doivent répondre vraiment à l'engagement qui a été pris vis-à-vis de la Convention cadre des Nations Unies. Il s'agit notamment de l'élaboration des communications nationales, qui aujourd'hui, le Tchad a presque deux communications qui sont déjà élaborées. Il y a une troisième déjà qui a été techniquement validée. Et il y a également la stratégie nationale de lutte contre le changement climatique qui également a été élaborée et adoptée en Conseil des ministres en 2018. Il y a l'élaboration aussi de nos documents programmatiques, c'est-à-dire qui avait su un peu son évolution depuis 2015 par la CPDN après ratification de l'accord de Paris. Ce document est appelé la CDN et actuellement, cette CDN a été réactualisée et tout récemment en octobre 2021. Donc, avec aussi l'élaboration d'un plan national d'adaptation qui est aussi pour le moment publié, qui est adopté et publié. Donc, je crois que tout ça, c'est des engagements, des efforts que le pays a fait pour répondre à ces engagements-là. Et en plus de ça, comme disait aussi Madame, il y a pas mal aussi de projets, que ce soit, en tout cas, pas mal de projets de changement climatique qui sont en train d'être mis en œuvre et il y a d'autres aussi qui ont pris fin, qui ont contribué d'une manière ou d'une autre également à l'adaptation et également à l'atténuation des changements climatiques. Donc, ces projets, je crois, la liste est longue. Ça peut, comme Madame l'a dit, il y a Propad qui est en train de faire beaucoup d'efforts. Il y a également l'Alliance mondiale contre le changement climatique qui, dans sa première phase, également a généré des bonnes pratiques d'adaptation que peut-être l'Alliance pourra aussi capitaliser. Donc, il y a aussi le projet PARSAT qui est également en train de mener beaucoup d'efforts avec le projet REPER. Et il y a également pas mal d'initiatives comme ça qui sont en train d'être menées, et sauf que, voilà, peut-être que, comme disait Madame, c'est-à-dire les efforts sont un peu dispersés et il n'y a pas une coordination qui permet vraiment de bien capitaliser tout ce qui se fait au niveau du pays. Voilà, donc ces dispositifs, déjà, en réalité, on devrait penser à ces dispositifs-là pour essayer d'avoir une coordination globale du changement climatique. Donc, en termes même des impacts, vous êtes bien renseigné même par rapport à l'impact de chaque risque, que ce soit sur l'agriculture, que ce soit sur l'élevage, que ce soit sur l'eau et autres. Et ça fait qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'agriculture, par exemple, vous voyez que les variétés que nos parents utilisaient entre-temps, aujourd'hui, ont presque disparu. Et non seulement disparu, il y a d'autres également, avec le cycle qui est très long, fait qu'avec le contexte de changement climatique, n'arrive pas à répondre au contexte actuel. Donc là, déjà, ça rejoint un peu le défi vraiment des problèmes de variété qui a été posé. Et il y a également la question aussi des faibles productivités aussi de ces cultures. Il y a ces variétés qui sont là, mais seulement elles n'arrivent pas à donner la production comme il le faut. Donc ça déjà, c'est une question à réfléchir. Il y a aussi la question des dégradations des terres qui est un problème presque général maintenant. Et dans presque même toutes les 3 zones bioclimatiques, on vit ces problèmes de dégradation et qui jouent également sur la production agricole. Il y a la question aussi des manques de pâturage et de l'insuffisance de l'eau et tout ça qui également pose des problèmes sur l'élevage. Donc, il y a pas mal de ces impacts-là. Peut-être que dans les échanges, on pourra revenir là-dessus. Voilà.
Et donc, pour ce qui est des défis, en fait, ce que je voulais aborder ici, l'agriculture tchadienne face aux défis technologiques, en fait, les défis de l'agriculture, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est se nourrir, hein, c'est nourrir la population qui est en expansion, hein, et également procurer des revenus également pour les agriculteurs et en même temps aussi protéger l'environnement de manière plus durable. Voilà. Donc, pour dire comment cette technologie pourrait aider l'agriculture, en fait, la première chose, c'est ça pourra l'aider pour pas mal de choses. C'est-à-dire d'abord accroître sa production et ses revenus et également avoir certaines informations climatiques et récolter des données à temps réel grâce à certains capteurs qui mesurent peut-être certains paramètres climatiques et également certains paramètres même agronomiques. Et il faut également, il permet aussi de gérer directement son exploitation. C'est-à-dire, dès que vous passez par quelques demander des assistances de haute, à partir de ces technologies, on peut déjà gérer tout ce qui est comme activité au niveau de l'exploitation. Donc, pour les innovations dans le secteur technique, d'abord, le fait de redynamiser ou bien de mettre en place un mécanisme d'information beaucoup plus météorologique, c'est-à-dire la redynamisation de la météorologie de l'institution, c'est-à-dire pourrait déjà aider aux agriculteurs vraiment d'avoir des informations qui les permettent vraiment de réorienter les activités ou bien d'adopter des stratégies qui les permettent vraiment de produire et de manière durable. Et l'autre également, c'est la mise en contribution des TIC, c'est-à-dire les techniques d'information, technologies d'information de communication, dans la gestion aussi, et également dans la production agricole. Il y a également l'utilisation dans certains pays où peut-être il faut aussi demander l'assistance, par exemple, des robots pour les travaux de champ. Bon, ça, c'est des expériences qui se passent ailleurs, mais comme disait madame, notre agriculture est encore traditionnelle. Et pour les bonnes pratiques, actuellement, je crois qu'au niveau du pays, que ce soit dans la zone soudanienne, que ce soit dans la zone sahélienne, que ce soit dans la zone saharienne, il y a quand même des pratiques qui, au niveau local, et même les pratiques qui sont venues peut-être d'ailleurs, qui essayent de répondre vraiment aux besoins et également qui permettent de produire, de faire l'agriculture. Donc, ces pratiques, en fait, vous prenez par exemple avec l'expérience, les tests que il y a une ONG concerne Norwest qui a réalisé une test d'expérimentation sur l'agroforesterie et la mise en place aussi de quelques systèmes climato-intelligents tels que, par exemple, la régénération assistée et les systèmes également de cordons pierreux. Et également, donc, toutes ces pratiques-là sont expérimentées dans ces zones-là, vers la zone de Gosbeda et également dans la zone, par exemple, de Biltine et autres. Donc, je crois que c'est des choses qui sont en expérimentation et qui, aujourd'hui, ont prouvé également des résultats très positifs. Il y a également la pratique de compostage qui, aujourd'hui, je crois qu'elle est répandue partout et qui est la pratique la mieux même adoptée au niveau du pays, et associée aussi à la pratique peut-être de l'association de culture et le système de paillage qui aujourd'hui dans certaines zones aussi sont beaucoup appliqués. Sauf peut-être qu'avec la rareté des matières premières et tout ça, souvent ces pratiques
n'arrivent pas vraiment à être mis en échelle. Donc, il y a pas mal de pratiques déjà qui sont en train d'être testées. Je crois qu'avec la deuxième phase même des projets, et il y a le système d'Exer également qui est mis en place. Et ces systèmes, c'est des systèmes qui sont beaucoup plus des systèmes qui sont couplés au système solaire. C'est-à-dire, c'est un système d'Exer qui se permet vraiment de produire à partir de l'eau qui est sortie par le système solaire. Donc, ça permet à l'agriculteur d'économiser et également de produire et d'avoir une grande quantité. Et au niveau aussi de l'élevage, il y a aussi la mise en place des mares, couplées aussi à un système d'affluvement solaire qui aujourd'hui essaie de limiter aussi la transhumance et permettre aussi à la population, aux ménages transhumants de se camper autour des villages pour vraiment en faire d'autres activités. Voilà, donc je crois que voilà brièvement les différents points que je voulais partager avec vous. Je crois que je serai disponible pour les autres points d'échange. Merci beaucoup. Merci bien, M. Arsène, pour ces très enrichissantes présentations et toutes ces informations qui sont très en adéquation avec ce qu'on vit dans le secteur agricole. Et peut-être ce que je pourrais un peu ajouter, c'est un peu en rapport avec les nouvelles technologies, ce que la technologie peut apporter à l'agriculture. Aujourd'hui, par exemple, nous voyons un peu avec une affluence des nouvelles initiatives technologiques où aujourd'hui, par exemple, au sein de Smart Village, c'est une coopérative agricole dont je suis membre. Nous travaillons sur quelques projets. D'abord, il y a un projet sur lequel on a déjà travaillé et qui sera effectif très bientôt, qui est une plateforme e-commerce en ligne. C'est une plateforme qui, comme on l'appelle, qui part de la ferme à l'assiette, en fait. Donc, ce qui fait que déjà, l'agriculteur sur le terrain, dans son champ, il sera connecté à la plateforme et aussi le consommateur final, en fait, celui qui achète le produit de l'agriculteur en amont pour se nourrir, lui aussi, il sera connecté à la plateforme, c'est ce qu'on appelle de la ferme à l'assiette, où le producteur peut avoir accès à la plateforme, soit pour avoir des informations sur les meilleures pratiques, sur les nouvelles initiatives qui lui permettront de mieux produire ou bien de mieux rentabiliser sa production, ou même de pouvoir écouler son produit. Aujourd'hui, on voit que la plupart des productions dans la plupart des pays sahéliens, ces gâtes, en fait, périssent à longueur de temps, faute d'écoulement, faute de marché, parce que les producteurs ou bien les agriculteurs n'ont pas vraiment accès au marché d'écoulement. Ce qui fait qu'ils écoulent bien, ils vendent très difficilement. Et ce qui leur reste, ils n'arrivent pas à le transformer ou bien à pouvoir le conserver sur le long terme. Du coup, ça s'égate. Cette plateforme e-commerce leur permettra de toucher vraiment l'acheteur où qu'il soit. Eux, ils peuvent poster leurs produits et donc, eux, ils peuvent poster leurs produits et quelqu'un qui cherche un produit spécifique peut aller sur la plateforme et commander ce produit et l'agriculteur peut lui fournir directement. Donc, ça résout un peu ce problème d'écoulement parce qu'il y a un problème d'écoulement parce que les commerçants ou les agriculteurs n'arrivent pas à mieux écouler. Donc ça, c'est un premier problème que la plateforme peut résoudre. Et d'un autre côté aussi, cette plateforme se veut aussi informative parce que ça collecte un peu les bonnes pratiques, les meilleures informations liées à la température, liées au climat, ainsi de suite.
qui peuvent être postés sur la plateforme et les agriculteurs à leur niveau peuvent aussi parcourir pour avoir toutes ces informations. Donc, un peu la rareté de la pluie, à quelle période, l'intensité de la pluie, et ainsi de suite. Donc, ce sont des informations qui peuvent se retrouver sur la plateforme et les agriculteurs peuvent aussi s'y connecter. Et aussi, d'un autre côté, nous travaillons pour aussi la mise en place d'un système d'irrigation goutte à goutte que nous avons eu à le faire et nous l'avons testé en salle, mais qui attend son déploiement sur le terrain. Le système d'irrigation goutte à goutte permettrait vraiment aux agriculteurs d'économiser leurs ressources en eau, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'irrigation traditionnelle qui s'est faite consomme beaucoup d'eau pour peu de nécessités. La plupart de l'eau, presque 80%, 60 à 80% de l'eau utilisée pour l'irrigation de ces plantes part dans le sol sans pour autant apporter un plus. Donc, c'est une perte énorme et le système d'irrigation goutte à goutte qui est assisté par la technologie qui permettrait à l'agriculteur de pouvoir connecter et déconnecter sa pompe à distance selon l'humidité du sol, parce que c'est un système connecté au système USSD, donc qui permettrait de déclencher ou d'interrompre sa pompe même à distance avec un simple message sur son téléphone. Donc ça, c'est quelques initiatives qui sont dans le domaine de la technologie. Et comme Arsène, il a eu aussi à toucher, il est aussi important de parler vraiment des centrales météorologiques, en fait. Des centrales météorologiques qui permettraient aux agriculteurs et aux différents producteurs de pouvoir anticiper sur la rareté de pluviométrie ou bien même la production de certaines cultures. Parce que si on a de bonnes connaissances sur le climat et les informations météorologiques, on peut faire des cultures sur toute l'année. Donc, on utilise des cultures adaptées à certaines saisons et certaines périodes. Donc, sans pour autant être long, c'est un peu ça, quelques informations que je voulais ajouter. Nous allons donner la parole peut-être à Madame Lydie, si elle veut ajouter un ou deux mots et aussi un message ou bien une question dans le chat qui demande qu'est-ce qu'une semence améliorée et comment peut-on avoir une semence améliorée au chat. Donc, ça serait aussi l'occasion qu'elle puisse rebondir sur la question pour apporter une réponse. À vous, Madame Lydie. Votre micro est coupé. Oui, alors je suis avec attention les interventions qui viennent d'être faites et qui mettent un accent particulier sur la création des plateformes. Je pense que la création des plateformes est définitivement un levier important pour pouvoir lutter contre les changements climatiques en milieu rural, où les acteurs sont dispersés et ont besoin d'être ensemble pour pouvoir partager leurs expériences. Dans cette plateforme, on mettrait les acteurs des chaînes de valeur, par exemple. Parce que si on évoque la question de la commercialisation des produits agricoles aujourd'hui au Tchad, c'est qu'autour des filières, il faudrait bâtir une plateforme qui permette aux acteurs d'échanger sur les problèmes qu'ils rencontrent. Le premier problème, c'est l'accès aux intrants agricoles. Et dans les intrants agricoles, nous avons aussi bien les fertilisants, nous avons les semences améliorées, nous avons les services aussi offerts en termes de traitement phytosanitaire aux producteurs. Si on met une plateforme sur une filière, ça pourrait déjà en amont, en ce qui concerne les intrants, être une solution. Parce que la grande difficulté au Tchad, c'est l'approvisionnement en intrants agricoles. Pendant longtemps, c'est la subvention de l'État qui, chaque année, permet de faire la commande d'une certaine quantité de tonnage d'intrants agricoles et qui ne permet pas de couvrir
les besoins des producteurs. Or, autour d'une plateforme, on peut avoir des fournisseurs d'intrants agricoles après avoir obtenu une autorisation du ministère de tutelle en lien avec le ministère du Commerce. Donc, tout cela est important. Maintenant, au niveau des pratiques aussi, une telle plateforme autour d'une filière porteuse peut être bénéfique en ce sens que les producteurs réunis autour d'un ou de deux encadreurs, parce qu'en fait, le deuxième souci au Tchad, c'est le ratio en termes d'encadrement et des producteurs. Le Tchad n'a pas plus de 400 ou 500 animateurs agricoles. Du coup, il y a un déficit important. Donc, en mettant ensemble les producteurs, on peut les producteurs peuvent partager leurs expériences et s'auto-former entre eux. Troisième élément, en termes d'écoulement aussi, il y a la possibilité d'échanger sur les marchés parce que aussi, le grand défi au Tchad, c'est l'organisation des marchés agricoles. Il n'y a pas de marché organisé. Et donc, du coup, les productions peuvent rester dans des sites de production. Bon, évidemment, il y a la question des infrastructures rurales, tout ça qui se pose, mais déjà, organiser les producteurs et les acteurs qui sont intéressés par la commercialisation de façon que les produits arrivent à un niveau accessible aux potentiels clients, c'est un autre défi important. Maintenant, qu'est-ce qu'une semence améliorée? Mais dans la pratique, aujourd'hui, les semences, que le producteur, lorsqu'il a en début, quand il finit sa production, quand il fait sa récolte, il garde une partie de sa production qu'il sème en période pluviale. Il peut arriver que ce qu'il appelle semence soit utilisé sur une dizaine, une quinzaine d'années. Aujourd'hui, il y a l'Institut tchadien de recherche agronomique qui est habilité à produire des semences, donc des semences de base qui peuvent être mis à la disposition des producteurs semenciers, ces producteurs semenciers, parce que ce que l'ITRAT traite, c'est les graines de souche qui sont testées en milieu contrôlé pour voir quels sont les potentiels facteurs qui peuvent affecter la production. Une fois que l'ITRAT a traité ces graines, ensuite, l'ITRAT peut permettre de vulgariser ça, mais via des producteurs semenciers eux-mêmes qui sont sous le contrôle de la direction des plants et des semences, parce que ça aussi, c'est une direction du ministère de l'Agriculture qui contrôle et inspecte la production des semences dans des conditions qui permettent une bonne qualité. Parce que les semences aussi doivent avoir une certaine qualité, doivent avoir germé dans des conditions précises, mais aussi les traitements devraient être faits afin d'être une bonne semence. Donc, de la base, l'ITRAT qui produit les bases met à la disposition des producteurs semenciers, donc qui produisent ce qu'on appelle les R1, et ce sont ces R1-là qui sont mis à la disposition des producteurs. Et donc, après 2 ans, il faut de nouvelles semences. Aujourd'hui, où est-ce qu'on trouve les semences? Il y a la Fédération des producteurs de semences, le FENOPS, qui existe aujourd'hui en N'Djamena, vers qui les producteurs peuvent aller pour pouvoir se renseigner. Mais il faut dire qu'en réalité, les quantités ne sont pas suffisantes. Ce sont les premiers arrivés qui sont servis, les premiers demandeurs sont servis. Et donc, dans ce secteur aussi, on peut dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent se positionner parce que même si on dit qu'aujourd'hui au Tchad, on est autour de 4 à 5% de disponibilité ou d'accès de semences améliorées pour les producteurs, en réalité, ça ne couvre pas toutes les spéculations. Il y a seulement quelques spéculations. Donc, il y a un effort à faire. Maintenant, en matière de recherche, je pense qu'il y a de grands défis.
Ne serait-ce que dans le domaine des changements climatiques, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a les ministères, plusieurs ministères qui interviennent. Il y a les acteurs, d'abord au ministère de l'Agriculture. Comme je l'ai dit, il y a l'Alliance nationale de développement agricole, l'ANADER, qui est dans l'encadrement, dans la vulgarisation des technologies et tout ça, qui est un acteur clé. Il y a l'ITRAN, l'Institut tchadien de recherche agronomique. Il y a l'Agence nationale de lutte acridienne aussi, parce que la lutte acridienne participe aussi à la lutte contre les changements climatiques. Il y a la direction de la protection des végétaux qui s'occupe de tout ce qui est aspect phytosanitaire. Il y a la direction des semences et plants, pourvoyeur de services aux producteurs, et chacune de ces institutions intervient dans une dimension donnée en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques. Deuxième chose qu'on pourrait considérer, c'est aussi au ministère de l'Environnement. Il y a tous les programmes et projets. L'AMC, par exemple, fait partie des projets sous la tutelle du ministère de l'Environnement. Il y a l'Agence nationale de la muraille verte, le Fonds spécial en environnement. Toutes ces institutions aussi ont des programmes. Excusez-moi, il y a l'Agence nationale de météorologie qui fournit le bulletin météorologique, qui est une source d'information offerte à tous les acteurs du secteur agricole. Les prévisions, tout ça, sont faites par l'ANAM, justement. Alors, pour bâtir un programme de recherche au Tchad, il va falloir que tous ces acteurs-là s'asseyent. Le problème qu'on a, c'est la coordination en matière de recherche. Je pense que récemment, en tant que ministre en charge de l'agriculture, nous proposions qu'il y ait un programme national de recherche au niveau du Tchad qui couvre tous les sectoriels et en particulier le secteur agricole. Parce qu'en fait, si on n'a pas un programme national de recherche, alors les travaux iront dans tous les sens et on ne ciblera pas bien les priorités. Il y a tellement de priorités aujourd'hui au Tchad qu'il faut avoir les priorités des priorités. Et donc, d'abord, un programme national de recherche de façon globale, mais on ne se limiterait pas là, mais il faut travailler aussi avec les autres institutions de recherche. Il y a le CNAR aujourd'hui qui joue un rôle important dans la recherche. Et donc, tous ces acteurs doivent être ensemble pour pouvoir disposer d'un cadre unique, hein, un cadre concerté de recherche pour qu'il y ait de l'efficacité. Il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent sur des thématiques. Pourquoi ne pas les inscrire dans des thématiques comme celles liées au changement climatique? L'autre chose, il y a des facultés en charge, des facultés d'agronomie. Il y a des institutions comme l'Institut ISTA d'Abéché qui est sur tout ce qui est énergie renouvelable, qui peut aussi donner beaucoup d'appui à tout ce qui est recherche en lien avec la question de l'énergie, parce qu'aujourd'hui au Tchad, la question de l'énergie est une autre paire de manches. Donc, on doit s'asseoir, élaborer un programme conséquent de recherche, si ce n'est pas au niveau sectoriel global, que ce soit aussi dans le domaine de de lutte contre les changements climatiques en termes d'atténuation, ou je ne sais pas, en termes d'atténuation, mais aussi en termes de programmes vulgarisables. Mais aussi, aujourd'hui, puisqu'on a des solutions qui sont testées et qui ont donné des résultats, il s'avère important aussi de mettre à l'échelle. Et la mise en échelle doit tenir compte de la spécificité de chaque zone agro-sylvopastorale. Parce qu'on ne peut avoir de solution unique sur l'ensemble du territoire du Tchad. On connaît les réalités d'une zone agroécologique à l'autre. On doit disposer des solutions locales à chaque problématique des zones concernées. Voilà pour ce que je voulais ajouter à ce niveau. Merci bien. Merci, Madame Lydie, pour ces éclaircissements, ces informations complémentaires. Nous sommes partis pour 1 heure. Actuellement, on est à 1h07. On fera le nécessaire pour conclure dans une dizaine de minutes. Autant que le débat soit intéressant, autant que les informations qui viennent au fur et à mesure sont plus importantes. Et donc, nous allons donner la parole à M. Arsène. S'il a 2-3 mots à
puis avant qu'on puisse conclure. Votre micro est coupé, M. Arsène. Voilà, merci beaucoup. Je vais ajouter aussi quelques points là par rapport à ce que Madame avait suggéré tout de suite. En fait, je voulais insister un peu sur la question de la coordination des actions ou bien de tout ce qui est programme et autres, ou bien des résultats qu'on a déjà en main. Cette question, je crois que c'est une question transversale, hein, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau même de toutes les actions climatiques, c'est très important. Parce que la question de coordination des changements climatiques, non seulement ça, il y a la question de suivi et également l'évaluation même de toutes les actions climatiques pourrait déjà aider au pays même de savoir un peu quel est son niveau d'atteinte, par exemple, de l'adaptation ou bien d'atténuation de leur contribution. Donc, s'il y a une bonne coordination, je crois que ça pourra déjà nous donner. Et l'autre question également, comme on parlait de la recherche et autres, là, il faut nécessairement un transfert de compétences. Et ça, c'est très important parce que ça permet déjà non seulement à la recherche d'expérimenter certaines pratiques ou bien certaines bonnes pratiques et qui vont être mises à la disposition des producteurs, mais aussi permettre aux producteurs eux-mêmes aussi d'être plus formants et d'avoir des outils vraiment innovants pour développer leur agriculture. Le troisième point, c'est beaucoup plus la recherche. Il faut que la recherche aujourd'hui se place en avant même des questions de changement climatique. Il faut que la recherche puisse se prononcer avant que les solutions ne soient arrivées. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait au niveau de la recherche ne sont pas connus. Et qu'est-ce qui est en train d'être fait, on ne le sait pas. Mais au niveau des ONG et autres, des fois, on voit qu'il y a des activités qui relèvent de la recherche qui sont en train d'être menées également par les ONG. Et là, c'est ce qui n'est pas normal. Donc, il faut vraiment que la recherche puisse vraiment se positionner pour nous permettre vraiment de se prononcer normalement. Et le dernier point également, c'est la mise en œuvre des politiques, des stratégies, des plans qui sont élaborés pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. Non seulement les mettre et les évaluer aussi pour connaître vraiment quel est le niveau d'atteinte de nos émissions, de nos contributions en matière de lutte contre le changement climatique. Donc, c'est sur ces 3 ou 4 points-là que je voulais ajouter pour terminer ces échanges. Merci beaucoup. Merci bien, M. Hassan, pour ces compléments d'information. Le débat était intéressant. Les informations qu'on a eues sont tout aussi importantes et intéressantes. Il faut vraiment, en termes de recherche, la recherche scientifique et le développement de l'agriculture, l'essentiel a été dit. Il y a plein de structures qui sont dans la recherche, le développement, mais le mal ou bien le problème est qu'il n'y a pas vraiment une grande coordination entre ces différentes actions, entre ces différentes structures. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture a plein de projets dans ce sens, le ministère de l'Environnement a plein de projets dans ce sens, mais le mal est qu'il n'y a pas vraiment une très grande communication entre ces structures. Et même aujourd'hui, le ministère des Postes et de l'économie numérique intervient parce que quand on parle de l'innovation technologique, c'est vraiment en rapport avec le ministère de l'économie numérique, le ministère d'éthique. Donc, il y a un effort qui s'est fait. Et il y a un engagement aussi qui est là, il y a aussi une volonté qui est là, mais le mal est qu'il n'y a vraiment pas une coordination entre les différents acteurs. Du coup, ça met un peu en mal les efforts consentis par les uns et les autres. Donc, Diana, si
si tu as un point à ajouter ou bien sinon, Oh, voilà. merci beaucoup à tous pour cette réunion. C'est vraiment formidable pour écouter les discussions, etc. Je vais faire le recording. Je pense à vendredi, ça va être available sur Gaxa YouTube. Alors, vous pouvez envoyer cette recording à votre network, etc. Alors, merci beaucoup. Pour moi, c'était vraiment formidable. Merci beaucoup. Ouais, on peut dire que ton français est mieux que mon anglais. Donc, merci bien Non, c'est pas vrai. merci bien à tout un chacun. Merci à la coordination de l'Alliance mondiale, Monsieur Hans et Madame Ilmeida qui nous ont fait l'honneur de l'ouverture de ce panel. Merci beaucoup à Madame Lydie, merci beaucoup à Monsieur Arsène d'avoir accepté et venu échanger avec nous et apporter vos compétences, vos connaissances, vos expériences dans le cadre de lancement de l'Alliance régionale pour une agriculture intelligente face au climat. Et ce panel est très riche, apporté beaucoup d'informations, beaucoup de notions. Et nous ferons le nécessaire pour moi de compiler les observations, les recommandations et même les doléances, en fait, en quelque sorte, parce que on sait aujourd'hui qu'on a plein des initiatives, plein de projets qui sont là, mais qui n'arrivent pas à aboutir. Et tout cela, on a dit que c'est faute de coordination entre les différents acteurs. Et l'Alliance, la coordination régionale de l'Afrique centrale fera un effort pour vraiment faire un plaidoyer dans tous les pays membres de l'Alliance pour pouvoir fédérer nos efforts. Et Monsieur Arsène, Madame Bibi, je sais que vous êtes déjà bien partis et vous êtes vraiment des personnes ressources qui peuvent appuyer l'Alliance ici au niveau du Tchad. Et merci beaucoup à tout le monde. Merci à Diana d'avoir facilité ce panel en termes logistiques, appui technique, et ainsi de suite. Merci beaucoup à toute l'équipe de l'Alliance mondiale et très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Donc, allez, merci.